Bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast qui a pour objectif de vous aider à réussir la partie humaine de vos projets digitaux avec du pratico-pratique. Donc je m'appelle Fabien, j'étais associé dans une ESN pendant presque 16 ans et je suis également spécialisé en accompagnement du changement et en coaching systémique. Aujourd'hui, moi je suis convaincu qu'un projet, ça peut être techniquement irréprochable et pourtant ça peut très vite échouer si les utilisateurs ne suivent pas ce projet. En plus, je trouve que les porteurs du changement, donc les équipes projet eux-mêmes, ont souvent besoin d'accompagnement au quotidien. C'est pourquoi je travaille principalement avec des ESN sur des aspects humains, que ce soit en venant ajouter de la conduite du changement à leurs projets clients ou en accompagnant leurs collaborateurs, donc par du coaching individuel ou d'équipe. Aujourd'hui, j'ai décidé de lancer ce podcast pour varier un petit peu du format écrit que j'ai sur LinkedIn. L'objectif que j'ai derrière, c'est d'explorer des thématiques qui sont en lien avec l'humain, avec la création de valeur des projets et tout ça dans des métiers du conseil IT, de l'intégration de solutions et du digital. J'ai décidé de faire un format qui va être un petit peu conversationnel, alors même si je suis tout seul aujourd'hui, sans montage, pour essayer d'avoir quelque chose d'authentique et voilà, un peu comme une conversation qu'on pourra avoir et j'espère que ça se ressentira et que ça vous plaira. N'hésitez du coup pas à me faire un retour sur la plateforme en mettant une note ou en me laissant des commentaires, ça m'aidera beaucoup, puis ça me permettra aussi d'ajuster en fonction de vos retours. C'est parti donc pour la thématique. Donc aujourd'hui, ce sera autour de l'analyse d'un besoin. On va parler du pourquoi creuser un besoin quand on démarre une mission, de voir quelques techniques qui sont inspirées du coaching qu'on peut utiliser pour décoder le besoin d'un client. On parlera aussi de communication et d'interprétation et également de l'importance d'avoir des métriques. Commençons par le début déjà. La base, c'est que dans consultant, il y a le mot conseil. Donc pourquoi creuser un besoin? Quand on est consultant, pardon, on n'est pas simplement là pour exécuter des tâches. Notre objectif, c'est avant tout de comprendre et même de décoder précisément le besoin réel qu'a notre client avant déjà de proposer, de mettre en place des solutions. Comme dans la vie de tous les jours, quand on arrive et qu'on a envie d'expliquer une problématique à quelqu'un, on a envie de pouvoir aller déjà jusqu'au bout et on se rend compte que si quelqu'un nous propose une solution alors qu'on n'a même pas commencé à parler, ça nous plaît pas. Bon. C'est dans le monde professionnel, ça va être exactement la même chose. Il y a une vraie importance de comprendre ce besoin du client. Déjà, les clients vont souvent exprimer un besoin qui peut avoir l'air précis au premier abord, mais qui l'est souvent. C'est-à-dire qu'ils peuvent nous demander directement une solution technique spécifique, par exemple. Pourtant, ce qu'ils attendent vraiment d'un consultant, et même s'ils le disent pas de manière explicite, c'est d'être guidés, d'être questionnés afin d'élargir leur vision de la situation et d'envisager peut-être d'autres moyens plus pertinents pour atteindre leur objectif réel. Leur but, c'est pas que vous fassiez ce qu'ils ont imaginé pour vous l'expliquer. L'objectif, c'est vraiment de comprendre ce qu'il y a derrière. Donc on ne doit pas s'arrêter finalement à cette partie visible de l'iceberg, même si c'est plus facile à court terme et que ça semble un moyen plus rapide pour recevoir de la satisfaction, entre guillemets. Donc comment on va faire pour creuser ces besoins réels et du coup faire l'effort d'aller plus loin que ce qu'on va voir au début. Donc on est payé donc pour conseiller, donc pas simplement pour exécuter. Donc l'idée, ça va vraiment être d'identifier très clairement les critères de réussite du projet pour le client. Donc pas juste ce qui semble lui faire plaisir, donc, par exemple le premier besoin exprimé, pour livrer quelque chose qui va l'aider à atteindre ces objectifs-là. En fait, le but, c'est qu'on construise tout ça avec ce qu'on a appris de lui, plus nos connaissances, mais ça passe forcément par un questionnement qui est assez important sur son besoin. Donc, en conclusion, ce qu'on veut, c'est tout mettre en œuvre pour implémenter une solution qui va permettre au client de répondre aux besoins profonds qui va pas forcément être le premier besoin exprimé. Donc si on regarde un petit peu quelques techniques qu'on peut utiliser pour décoder ce besoin, donc vous avez compris vraiment l'idée, c'est d'aller plus loin que, j'exagère, mais que de prendre des notes en réunion et de construire immédiatement sur la base de ces notes-là. On doit vraiment être acteur de la relation avec le client et acteur de ce questionnement. Donc ça va commencer par de l'écoute active, donc, c'est-à-dire se concentrer pleinement sur ce que le client exprime. Quand on est en face à face avec
avec notre client, avec un interlocuteur métier, peu importe. L'idée, c'est vraiment d'être focus à 100% sur ce que la personne est en train de nous dire. Il ne faut pas anticiper les solutions techniques pendant qu'on l'écoute parce que on risque de passer à côté d'informations cruciales. Alors surtout quand on est bon techniquement et qu'on est consultant, on a souvent envie de proposer des solutions et notre cerveau peut très vite se mettre en route pour sur la base de quelques phrases, commencer à imaginer ce dont le client a besoin, parce qu'en plus ça peut faire appel à des projets qu'on a déjà fait préalablement. Donc c'est vraiment important de faire l'effort et finalement d'arriver un peu à dompter son cerveau pour vraiment être dans cette écoute pleine. On va aussi essayer d'utiliser des reformulations, donc pour confirmer qu'on a une bonne compréhension, chercher à approfondir certains points avec le client dans l'échange. Moi personnellement, quand je fais une analyse métier, dans ma tête, je me dis vraiment que je suis dans la posture d'un apprenti, que je dois comprendre le métier et vraiment bien le comprendre, parce que je vais être mis en situation de le faire et je dois être capable de le faire. Voilà. Ce qui se passe pas vraiment, mais c'est vraiment comme ça que je me conditionne. Donc c'est vraiment important. Ça veut dire une fois qu'on a dit ça, c'est aussi OK de pas avoir compris des choses et de questionner notre interlocuteur pour mieux comprendre. Forcément, son métier, il va vous l'expliquer. Lui, il le fait peut-être. Son métier ou un dirigeant qui va parler de son entreprise, c'est leur quotidien. Donc forcément, ils vont en parler assez rapidement et avec voilà, des niveaux de détail que vous ne pouvez pas saisir, vous, sur une première conversation. Donc c'est tout complètement normal de poser des questions pour comprendre et de vous intéresser et puis d'essayer de relever les petites subtilités. Ce qui serait pas OK, par contre, c'est de rien dire et de laisser passer finalement si on n'a pas compris par ego. Donc voilà, vraiment, je pense que dans ces moments-là, c'est important de mettre son ego dans sa poche quand on rentre dans une séance. Même si on est celui qui est payé pour être là et qu'on a mis notre plus belle chemise, c'est vraiment important d'être dans cette écoute active et puis voilà de vraiment oser questionner et s'intéresser et comprendre. Donc, quelque chose qu'on peut faire, par exemple, pour essayer de formaliser la raison d'être autour du projet ou d'une situation, c'est de voir ça comme une situation insatisfaisante que le client cherche à faire évoluer. Donc, pour vraiment comprendre l'origine de son projet. Donc, ça peut être, donc là, on va pouvoir bien entendu, toujours en l'écoutant et en essayant de reformuler, mais en essayant d'aller sur OK, mais aujourd'hui, qu'est-ce qui va pas et d'être le plus factuel possible. Ça va être par exemple, je ne suis pas compétitif sur mes temps de livraison, mes processus d'achat ne sont pas optimisés, ou mes clients n'utilisent pas notre portail existant. Voilà, tout un tas de choses qui vont bien entendu varier en fonction du projet. Mais l'idée, c'est vraiment dans votre questionnement et dans cette séance d'aller sur du factuel et de sortir juste des grandes phrases qui étaient présentes dans l'appel d'offres, qui sont généralement assez généralistes. Alors après, il y a des appels d'offres pour lesquels il y a beaucoup de détails, mais et vraiment utiliser ces phrases-là, mais pour aller vraiment comprendre, ok, mais opérationnellement, ça veut dire quoi? Dans le quotidien, ça veut dire quoi? Comment ça se traduit avec des faits, quoi. Euh, voilà, une phrase que j'aime bien utiliser des fois, c'est de dire, mais si je filmais ce qui va pas, qu'est-ce que je verrais à l'écran? Donc une fois qu'on arrive à avoir ces sortes de comportements ou plutôt cette situation qui est pas satisfaisante pour le client, l'idée c'est d'essayer en parallèle d'aller travailler sur maintenant la situation qui est souhaitée, les objectifs qui sont visés. Donc on va pouvoir dire par exemple au client, mais ok concrètement, si le projet est réussi, comment ça se manifeste? Donc, et là, à l'inverse de ce qu'on avait tout à l'heure, ça serait je suis compétitif sur mes temps de livraison, le temps de traitement de mes demandes d'achat est réduit de 2 semaines, ou 80% de mes clients passent le portail. Voilà. Après, on peut rentrer dans des choses plus spécifiques en fonction de la granularité de votre projet et des interlocuteurs avec qui on est, mais voilà, vraiment, on est sur cette notion de avant-après, mais vraiment, j'insiste, pour moi, c'est super important d'avoir ce côté très factuel. Il y a des questions qui peuvent aussi donc nous aider. Donc la première, je vous en ai parlé, mais c'est qu'est-ce qui vous fera dire que le projet est une réussite? Et c'est pas
Cette question-là, elle doit démarrer une conversation, pardon, qui va être plus que question-réponse, quoi, dans le sens où ça mérite d'y passer des fois un bon quart d'heure facile dessus, quoi, voire plus. Et c'est vraiment une question qu'on doit poser sans jugement et pour rentrer le plus dans le détail possible. Donc, quels sont les critères spécifiques qui vont vous permettre de mesurer cette réussite, monsieur le client? Le but, c'est vraiment d'avoir des faits. Le taux de réclamation baisse de 5 points, ou le service compta utilise l'application, ou comme je vous l'ai dit par exemple tout à l'heure, X pourcentage de nos clients l'utilisent, quoi. Donc on veut vraiment du factuel. La deuxième question qu'on peut utiliser, et alors celle-là elle est un peu contre-intuitive, c'est de lui demander, ok, mais qu'est-ce que vous avez déjà tenté? Qu'est-ce qui a déjà été tenté dans votre entreprise pour résoudre ces problèmes ou ce problème dont on vient de parler? Donc ça, c'est pas quelque chose qu'on va avoir tendance à poser quand on est là en tant que conseil pour pour comprendre puis apporter des solutions, ou du moins on va pas appréhender cette question à sa juste valeur. Là, ça va vraiment nous servir à identifier les tentatives finalement de solutions que le client a déjà mis en place, et surtout d'analyser pourquoi elles ont échoué. Et vraiment sans jugement, on peut arriver à des informations qui vont être importantes. Elles peuvent révéler ce que l'entreprise a déjà traversé. Le client va nous raconter ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. On va le questionner sur mais pourquoi ça n'a pas marché selon vous. Et on va vraiment en apprendre plus sur l'organisation. On n'est pas à l'abri de découvrir des choses qui vont peut-être même complètement changer notre manière d'appréhender le projet, et sûrement nous faire gagner beaucoup de temps et d'énergie par la suite, plutôt que de découvrir des choses 6 mois plus tard, quand le projet est proche d'être livré, quoi. Voilà, donc c'est vraiment des questions qui peuvent vraiment nous aider. Et celle-là, ces deux-là en particulier, ça montre aussi voilà, qu'on prend l'entreprise au sérieux, qu'on considère leur historique aussi, qu'on n'arrive pas en mode donneur de leçons, en sachant tout, en partant d'un postulat assez rapide. Donc voilà, on est un partenaire, on s'intéresse, on est là pour conseiller. C'est aussi important parce que ça va créer de la confiance avec le client, et ça fera aussi que le projet se passe mieux et qu'on aura les informations pour qu'il réussisse, quoi. Donc vraiment, ce questionnement, ça permet de poser les bases du projet et vraiment de comprendre la réalité du client au quotidien, quoi. Donc voilà, ça mériterait de passer voilà, énormément de temps sur le sujet parce qu'il y a plein d'autres questions qui sont intéressantes, et ces questions-là, on pourrait faire des zooms dessus, mais voilà, c'est une première tentative d'approche. La deuxième chose, c'est voilà, en termes de communication et d'interprétation, on va essayer quand on est en face à un interlocuteur, d'essayer de comprendre la vision du monde du client, ce qu'on appelle, c'est le terme qui est employé dans le coaching systémique notamment, mais sa carte du monde. Donc, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va parler avec une personne différente, on aura une version d'un même fait qui pourrait être complètement différente l'une de l'autre. Et c'est normal parce que chacun a sa représentation propre des situations. C'est-à-dire que entre ce que mon interlocuteur observe dans son quotidien, comment ensuite lui l'interprète, le message qu'il a envie de me faire passer aujourd'hui, comment il le formule, et après, moi, comment je le retiens, comment je l'interprète par rapport à mes propres expériences et comment je le retranscris, il y a forcément du chemin et plein de choses qui sont un petit peu modifiées. Donc c'est vraiment pour ça que c'est important d'aller toujours chercher des faits pour gommer toutes les couches d'interprétation que va avoir notre interlocuteur, mais aussi de ce que nous, on va interpréter quand on va recevoir son message. Là, c'est du 50-50, quoi. Donc c'est intéressant vraiment d'avoir quelques tips là-dessus. Donc il faut apprendre à reconnaître et à identifier vraiment tout ce qui est des éléments de langage, des croyances ou même des préjugés, des choses qui sont pas factuelles, euh, et d'essayer justement de dire ok, mais de faire reformuler comme on disait tout à l'heure, mais de reformuler sur d'accord, mais ça veut dire quoi, comment ça se traduit dans le quotidien, c'est-à-dire, etc. Bon, après faut pas être en mode enquêteur de police avec une lumière dans les yeux de votre client. Le tout, la relation est super importante aussi, mais voilà, il faut vraiment qu'on arrive à avoir ce niveau de détail assez factuel, et en tout cas d'être conscient de ces biais d'interprétation qu'on peut avoir dans la communication, quoi. Donc ça va être aussi des éléments qui vont nous aider à définir la cible, et puis ça va nous aider à mieux argumenter et orienter aussi nos échanges avec cette personne tout au long du projet. Après, ce qui va être un peu plus compliqué sur ce qu'on a dit, c'est que quand on aura plus de personnes dans la pièce,
ou qu'on va voir séparément, on va avoir des fois des objectifs qui risquent d'être multiples et puis même voir des premiers désaccords internes. Donc, dans des réunions avec plusieurs personnes, notre rôle, ça va être aussi de s'assurer au démarrage d'un projet que toutes les parties et tous les participants ont une compréhension commune de ces objectifs. Donc, comme on a dit tout à l'heure, il va falloir clarifier. Je répète encore une fois le mot au cas où je ne l'ai pas encore assez dit, avec du factuel, pour s'assurer que tout le monde parle le même langage. Et sinon, il va falloir le traduire et faire travailler chacun sur les interprétations de l'autre, c'est-à-dire reformuler et être vraiment dans une sorte de décodeur instantané pour essayer de rendre factuel ce que les gens disent et de les faire échanger dessus, quoi. Donc, parce que finalement, dans la salle, chacun peut voir une partie différente, une partie visible de l'iceberg qui est différente, mais peut-être que la partie invisible est la même. C'est-à-dire qu'on peut présenter un besoin directement sous forme de solutions différentes, mais mais au final, vouloir la même chose à la fin. Donc, on va juste exprimer différemment, mais ce qui est important, c'est les résultats et c'est pas toujours le comment on va faire pour y arriver. Donc, quand je disais tout à l'heure qu'un client peut avoir tendance à arriver avec voilà ce qu'il nous faut et qu'on a besoin de creuser les objectifs parce que c'est ce qu'ils attendent de nous, pas forcément qu'on y aille comme ils l'ont décidé, mais qu'on les aide avec notre connaissance à atteindre l'objectif. Si vous avez 3 personnes qui vous présentent 3 solutions différentes, essayez de creuser les objectifs, le pourquoi profond de chacun. Vous verrez qu'ils seront peut-être d'accord si au final ils voyaient pas les choses exactement pareilles. Ça arrive souvent, ça, quand on travaille sur de l'analyse métier, par exemple, où on a 3 personnes qui sont dans le même service, qui travaillent peut-être pas exactement de la même manière, donc leur vision n'est pas exactement la même, ou leur rapport même à l'informatique, tout simplement pour imaginer des solutions. Mais au final, ils sont tous d'accord sur ce qu'il faut, sur les objectifs à servir, quoi. Voilà. Surtout, ce qui est important là-dedans, c'est que ça fait partie des épreuves qu'il faut pas fuir. De voir rapidement les désaccords, ça va vous permettre d'éviter des blocages futurs, même si c'est compliqué, même si ça demande aussi du tact pour amener le sujet en séance avec différentes personnes. Et même si ça peut vouloir dire qu'on va retarder ou prendre un petit peu plus de temps dans le projet, c'est toujours mieux que de démarrer un projet avec des sponsors qui sont pas alignés sur la cible, des gens qui sont vraiment réfractaires, et de l'ignorer, finalement, c'est s'empêcher de mettre en place des actions autour et c'est se créer des gros problèmes plus tard, quoi. Donc, bref, je ne conseille pas de mettre des choses sous le tapis, même si sur l'instant ça peut paraître le plus aisé à faire. Faut prendre son courage à deux mains dans ces situations. Voilà. Donc maintenant, là encore, il y a plein de choses qu'on pourrait creuser, mais on imagine qu'on a à peu près la cible qu'on va atteindre. Et on va chercher à mettre en place des éléments pour nous permettre d'évaluer la pertinence de notre action future ou de notre projet. Et donc là-dessus, on va avoir besoin de chiffres et donc de métriques. Parce que le succès d'un projet, ça dépend pas uniquement de la solution technique et qu'elle soit installée, il faut surtout des résultats mesurables sur la base des objectifs qu'on vient de définir avec notre client. Donc la première étape, ça va être de chercher à obtenir ces futures métriques cibles avec notre client. Donc là encore, on va être sur du factuel par rapport aux objectifs. Donc on essaie vraiment de mettre en place des petits tableaux avec des métriques. Alors le but, c'est pas d'en avoir énormément. Il faut que ça reste quelque chose de lisible, basé sur les grands objectifs, soit du projet, soit les objectifs du service avec lequel vous êtes en train de travailler. Et ensuite, l'idée, c'est d'aller mesurer l'existant sur la base de ces métriques. Donc c'est pas toujours facile, surtout quand on arrive dans des cas où c'est pas très informatisé, et ça vaut vraiment le coup de le faire ou de demander au client de le faire. Mais j'exagère, mais même si c'est chronomètre en main à effectuer des actions manuelles, parce que d'avoir des datas sur la situation actuelle, ça va aussi nous permettre de calibrer les attentes futures et peut-être des fois de redéfinir les objectifs. Mais ça va nous permettre surtout de faire ce fameux avant-après et d'être capable de voir les avantages du projet. Il y a un point de vigilance à avoir, c'est qu'il est fort probable que quoi qu'on fasse finalement, il y a des métriques de productivité qui soient plus basses lorsque vous allez mettre la nouvelle solution en production, votre nouvel outil, que ce qu'elles étaient avant votre projet. Et ça, c'est normal parce qu'il faut du temps finalement pour que le changement soit assimilé par les utilisateurs. Donc c'est vraiment quelque chose de logique. Vous leur mettez un nouvel outil dans les mains, vous avez beau les avoir formés, etc.
il va falloir un certain temps pour qu'ils retrouvent leurs repères et qu'ils se remettent à faire leur travail sans penser à l'apprentissage de ce nouvel outil. Donc ça, c'est vraiment normal. Donc c'est d'ailleurs, quand on fait de la conduite du changement, c'est un des objectifs clés, c'est de réduire finalement le temps que ça va prendre, cette baisse de productivité, jusqu'au moment où ça va remonter, quoi. Donc voilà, donc cette mesure, elle est importante, mais elle doit pas être trop alarmiste. Donc c'est-à-dire qu'il faut aussi l'apprécier dans le temps. Et on devrait, donc si tout va bien et que la conduite du changement a été bien faite, que le projet marche bien, etc., avoir une sorte de courbe en U entre le moment où vous avez fait votre mise en prod et un temps ultérieur où la productivité aura remonté, quoi. Donc c'est intéressant de regarder ces métriques et de les apprécier, mais à quelques semaines après le projet également, quoi. Voilà, donc l'idée un peu de tout ça, c'est ça va vous permettre de fournir aussi des preuves concrètes et que les objectifs ont été à la fin du projet, et de valider aussi vos hypothèses et de démontrer finalement toute la valeur de votre intervention qu'on a fait. On n'a pas juste installé une solution et réglé des problèmes techniques dans un environnement donné. On a vraiment instauré de la valeur et au final, c'est ce qu'on veut, quoi. C'est de créer une belle étude de cas chez notre client, quoi. Aujourd'hui, c'était ces quelques techniques donc qui sont inspirées du coaching qu'on peut utiliser, je trouve, pour décoder un besoin, pour communiquer et vraiment relationner finalement avec notre client dans le projet. Je pense qu'on a vu voilà l'essentiel pour creuser des besoins réels. Alors derrière les demandes apparentes. Voilà, on a vu comment utiliser quelques techniques d'écoute active et de questionnement pour décoder les besoins. On a vu l'importance d'avoir une communication claire et ces notions d'interprétation pour être capable d'aligner les acteurs du projet et aussi pour être capable de finalement nous de connaître aussi nos biais d'interprétation. Et on a vu l'importance de mettre en place quelques métriques pour évaluer le projet, quoi. Voilà. J'espère que ce format vous a plu. Je pense qu'il y avait peut-être pas mal de sujets qui auraient peut-être ça aurait peut-être été intéressant d'en creuser peut-être plus. Donc je ferai peut-être des épisodes sur des thématiques un peu particulières. Mais voilà, j'espère que vous repartez avec une ou deux idées concrètes pour vos propres projets. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, votre retour est précieux, donc n'hésitez pas à me laisser une note ou un commentaire sur la plateforme d'écoute. Vous pouvez même me contacter si vous voulez approfondir des sujets sur LinkedIn. Vous pouvez me retrouver et ça sera vraiment un plaisir d'échanger. Voilà, et je vous souhaite une très bonne journée, prenez soin de vous et puis continuez à mettre de l'humain au cœur de vos réussites technologiques, c'est vraiment important et je pense que c'est ce qui fait la différence et ce qui va la faire de plus en plus.